Moins, Hop, c'est parti. Bonjour, les personnes qui Bonjour. sont connectées. Bonjour. Bonjour Elisabeth, bonjour Jean, bonjour Véronique, Stéphanie. Ah, c'est bon. Apparemment, tout fonctionne bien. Bonjour Karine, bonjour Sophie, bonjour Marie-Christine, déjà. Bonjour Lorraine. bonjour. Donc, si tout fonctionne bien ou s'il y a des petits problèmes techniques, vous avez un petit chat en dessous de l'écran avec un petit bouton converser. Et dessus, vous pourrez marquer voilà, si vous entendez bien et s'il n'y a aucun problème. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de souci. Moi, j'aurai accès aux questions et du coup, je vous les donnerai lorsque il y en aura. On va attendre 2 petites minutes avant de commencer peut-être. Le temps d'introduire un peu le sujet. Déjà, merci à tous d'être aujourd'hui avec nous pour ce webinaire qui est un peu différent d'habitude parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'adapter un format précis à vos pratiques et aux problématiques que vous pouvez gérer dans votre activité. Pour cela, je vais vous présenter ensuite, mais je suis avec 3 praticiennes du réseau Médoucine. Donc, aujourd'hui, on va parler des troubles alimentaires compulsifs et comment les prendre en charge avec différentes pratiques, notamment l'auriculothérapie pour Karine, Sophie avec la naturopathie et Marie-Christine avec l'hypnose. Voilà. Juste un petit mot peut-être pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et qui ne connaissent pas encore Médoucine. Donc, nous, on est un réseau de praticiens en médecine douce de confiance. Et voilà, notre mission, c'est d'aider le plus grand nombre à être mieux de sa santé au naturel. Et pour cela, on essaie de les orienter au mieux vers les médecines douces. Voilà. Bon, on va peut-être commencer. Donc, pour animer ce webinaire, comme je le disais, je suis avec nos 3 praticiennes que je vais laisser se présenter. Karine, je te laisse la parole en premier. Oui, bonjour. Karine Chex-Couturier. Je suis auriculothérapeute. Je suis de formation médecin au départ. Et puis, j'ai découvert l'auriculothérapie sur le tard et j'ai décidé de me former et de ne faire plus que ça comme exercice de soins. Et donc, voilà. Donc, c'est une activité que je pratique régulièrement aujourd'hui auprès de mes patients. Marie-Christine. Bonjour, Marie-Christine Argandegui. Je suis praticienne en hypnose et hypnose particulièrement ericksonienne. Je suis installée au Pays Basque et je fais aussi de l'accompagnement en ligne. Et tout au long de l'année, je fais des ateliers et des conférences. Et moi, par contre, effectivement, j'ai commencé mes études à titre personnel parce que je voulais avancer dans ma vie. Donc, j'ai commencé par le technicien PNL et finalement, j'ai fini avec mon master. Et ensuite, je me suis formée à la neurosémantique, à l'énéagramme, à l'hypnose. Et en ce moment, je suis en formation de diétothérapie et de médecine chinoise. Super. À toi, Sophie. Bonjour, moi je suis Sophie Maisonnier. Je suis conseillère en naturopathie et en nutrition. Je suis basée à Paris, je fais des consultations à Paris, mais aussi en ligne, en accompagnement en ligne aussi. Je suis en train d'obtenir le titre de diététicien nutritionniste. Et je me forme aussi déjà depuis plusieurs années et encore pendant plusieurs années à la méditation de pleine conscience, particulièrement appliquée à l'alimentation, à l'accompagnement à l'alimentation. Et c'est un peu la singularité de mon approche en naturopathie. C'est vraiment une synergie de nutrition, naturopathie et méditation que je propose en consultation et aussi lors d'ateliers et puis dans des publications et des articles. Voilà, donc du coup, on va peut-être commencer à introduire le sujet. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé de parler donc, des troubles alimentaires compulsifs parce que c'est comme vous devez le savoir, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde. Donc j'ai repris une petite définition synthétisée de ce que vous m'aviez donné. Je vais la dire et puis je vous laisserai compléter. Et n'hésitez pas
dans le chat à aussi vous écrire qu'est-ce que vous pensez de cette problématique, comment vous la définirez par rapport à votre pratique. Donc, moi, ce que j'ai noté, c'est nos conduites alimentaires sont influencées par des facteurs génétiques et psychologiques individuels, mais elles sont également influencées par des facteurs environnementaux, familiaux et socioculturels. Le trouble alimentaire compulsif se caractérise par des envies irrépressibles de consommer des aliments spécifiques, des aliments plaisir, contrairement au trouble boulimique où la personne mange ce qui lui tombe sous la main, peu importe ce que c'est. Voilà, il s'agit du besoin de manger qui évolue par crise avec des comportements compensatoires inappropriés et un besoin irrésistible de nourriture. Le comportement est considéré comme anormal parce qu'il est différent de pratiques alimentaires habituelles, mais surtout parce qu'il a des répercussions négatives sur la santé physique et mentale de l'individu. Voilà, j'espère avoir assez synthétisé. N'hésitez pas donc à rebondir, Karine, Sophie, Marie-Christine, si j'ai manqué quelques points importants. C'est bien, c'est bien. Ça fait une fois, super. Bon, du coup, ce qui va être intéressant, c'est maintenant de voir dans votre pratique, donc en auriculothérapie, naturopathie et hypnose, déjà pourquoi les clients viennent vous voir et comment vous, après, vous traitez ces problématiques. Donc, Karine, peut-être je te laisse commencer avec l'auriculothérapie. Alors, je vais brièvement expliquer ce que c'est pour ceux qui ne sont pas complètement au courant. Alors moi, mon terrain de jeu, entre guillemets, ce sont les oreilles. Donc, je donne des consignes aux oreilles de mes patients sur certains points. C'est une réflexothérapie finalement. Donc, j'arrive en stimulant ces zones précises au niveau des oreilles dans le but de soulager un certain nombre de pathologies. Alors, pourquoi est-ce que l'auriculothérapie et comment est-ce qu'elle agit par rapport aux troubles alimentaires? Donc, nous, en auriculothérapie, on parle au cerveau, on est un lien avec le système nerveux central. Et donc, du coup, c'est vraiment au niveau central qu'on va travailler par rapport à ces pulsions alimentaires. Du coup, ça m'a paraissait important de partager et ça nous concerne toutes les trois et vous aussi qui nous écoutez, qu'est-ce qui fait qu'au niveau de notre cerveau, on va avoir des pulsions alimentaires, enfin on a besoin de manger. Alors pour reprendre au démarrage, on mange parce qu'on est motivé à nous nourrir. Et qu'est-ce qui nous motive à nous nourrir? C'est simplement des signaux sanguins et hormonaux qui sont au démarrage envoyés à notre cerveau pour rester en équilibre, pour que notre organisme puisse être en équilibre. Et donc, il faut réguler ce comportement alimentaire en rapport avec nos réserves énergétiques. Bon, alors, bien sûr, il y a tout ce qui est rajouté. Tout ce qui a été rajouté dans la définition, les aspects peur, ressentis, histoire personnelle qui interviennent également. Mais finalement, au démarrage, le cerveau, c'est pour que l'organisme reste en équilibre qu'on se nourrit. Alors, dans ce cadre-là, donc c'est pourquoi on se nourrit? Parce qu'on a faim. C'est l'hypothalamus qui est probablement à la manœuvre, enfin, certainement à la manœuvre et le plus à la manœuvre. Et c'est lui qui a la place centrale dans les différentes régulations. Après, l'autre partie de pourquoi nous mangeons, c'est parce qu'on aime la nourriture. Donc, il y a la notion de plaisir, la notion de circuit de récompense qui est à ce moment-là mobilisée. Et donc, là, on est sur d'autres parties du cerveau qui peuvent être impliquées et participer à cette envie de manger. Et la dernière chose qui me paraissait intéressante de partager, c'est qu'on mange et que c'est très lié à l'humeur finalement. Et donc là, on est dans un circuit qui s'appelle le circuit de la sérotonine qui intervient dans la régulation de l'humeur et qui est aussi utilisé. C'est un neurotransmetteur. Donc, c'est aussi un levier sur lequel nous, en auriculothérapie, on peut agir. Donc, voilà. Donc, en fait, notre action en tant qu'auriculothérapeute, c'est de stimuler un certain nombre de points qui sont en lien avec cet hypothalamus dont on a parlé, mais également le RAFé, qui est une zone qui intervient dans le métabolisme, pour essayer de lutter contre les pulsions alimentaires que présentent les patients et les patientes. Et puis, on peut rajouter et adapter le traitement, et notamment tout ce qui est action limbique qu'on peut rajouter dans le traitement qu'on peut faire aux patients. Alors, les patients
patients, ils viennent me voir. Alors, je ne sais pas du coup, comme j'ai beaucoup parlé, bon, je peux continuer ou passer éventuellement la parole à l'une de vous. Mais moi, ils viennent me voir. J'ai 2 types de patients qui viennent me voir. Donc, j'ai d'abord essentiellement des patientes, mais j'ai aussi des patients. Il y en a qui sont dans une volonté ils sont tous dans une volonté, pas forcément que de perdre de poids, c'est souvent leur rapport à la nourriture qu'ils souhaitent voir modifié finalement. Ils trouvent qu'ils ont un comportement qui n'est pas normal avec la nourriture. Et donc ça, ils en ont déjà fait le diagnostic. Et après, alors donc moi, j'ai ceux qui ont manifestement, qui n'ont pas besoin que de moi parce qu'ils ont des troubles dans tout leur schéma, dans leur organisation alimentaire. Ils mangent n'importe quoi, à n'importe quel moment. Et puis, donc ceux-là, souvent, je les oriente en leur disant que je ne suis pas forcément la meilleure personne à aller voir parce que je ne vais pas pouvoir les aider sur tout ce qui est nutrition notamment. Et puis, il y a ceux ou celles qui pensent avoir une alimentation à peu près équilibrée et puis qui ont des moments où ils se rendent compte que voilà, ils peuvent pas. Alors c'est le pain au chocolat à la cafette, 1, 2, c'est le paquet de gâteaux en rentrant, c'est les bonbons dans la voiture, voilà. Donc c'est donc souvent du sucré, mais aussi beaucoup de salé chez les zones que je peux suivre. Donc c'est pour ça qu'ils viennent me voir et je passe la parole à mes collègues. Merci Karine. Alors c'est intéressant parce qu'en plus c'est vrai que l'auriculothérapie, on a eu pas mal de questions sur ce que c'était, donc au moins on a une meilleure vision de cette pratique. Alors je te laisse Marie-Christine rebondir. Oui. Alors moi c'est vrai qu'effectivement les personnes qui viennent me voir sont souvent des personnes qui ont déjà discuté avec leur médecin, avec des personnes qui travaillent dans le domaine de la santé, que ce soit des ostéopathes, kinés, diététiciens, et qui parfois d'ailleurs me recommandent, et qui du coup ont pris ou pas conscience de ce qu'ils ont et de ce qu'ils font, et qui du coup n'ont pas trouvé la solution tout seuls. Il y a aussi le cas de personnes qui, eux, n'ont pas conscience de ce qu'ils font et qui discutent beaucoup avec des membres de leur famille, des amis, ou des personnes de leur entourage qui les amènent à réfléchir pour être aidés par quelqu'un. Donc, que ce soit pour l'alimentation ou pour n'importe quel problème, j'ai envie de dire, soit effectivement ça part d'une prise de conscience, soit c'est l'entourage, les amis, la famille qui les invitent à voir quelqu'un, soit effectivement c'est carrément le corps médical qui dit voilà, moi je peux vous aider à avoir des prises de conscience, mais je n'ai pas les outils pour que vous avanciez. Parce que ces gens-là, en fait, ils sont toujours dans un cercle qui fait qu'ils n'ont pas de solution parce qu'ils n'ont pas de choix. Donc, en fait, ils cherchent à l'extérieur une aide qui va les aider à trouver la solution pour sortir de ce schéma. Et pour l'alimentation, c'est pareil. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de leur compulsion et finalement viennent me voir pour perdre du poids. Alors, très rapidement, on remet en place les choses et clairement, si c'était que le poids qui était le problème, il suffirait de le perdre une fois et après, le problème ne reviendrait plus. Donc, ces personnes-là, en fait, c'est important qu'elles prennent conscience de leur comportement, de leurs émotions et tout ça, pour voir qu'elles sont dans ce schéma où la compulsion est plus forte qu'elles et qu'elles ne peuvent pas aller au-delà. Donc, principalement, c'est ce type de personnes qui viennent me voir. Et l'avantage, c'est qu'avec l'hypnose ericksonienne, on peut les accompagner en douceur dans leur changement. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce que pensait Milton Erickson. C'est qu'en fait, tout repose sur la personne parce qu'il possède à l'intérieur de lui toutes les ressources pour atteindre ses objectifs et son équilibre intérieur. Donc, en fait, moi, après, donc, j'accompagne ces personnes et je m'adapte bien sûr en fonction de chaque personne. Ok. Alors, je rebondis juste parce qu'on a un petit message de Roland qui dit qu'il a fait donc une séance d'hypnose avec toi, avec un gros travail de fond et perdu 10 kilos. Donc, merci Roland. Très bon, très bel avis. On a une petite question juste par rapport à l'auriculothérapie, d'ailleurs de Roland aussi. Est-ce que c'est avec des aiguilles?
Alors, les techniques, l'objectif, donc, on va détecter des points. Donc, ça, le point, c'est avec un petit appareil électrique qui détecte des différences de potentiel. Donc, ça, c'est. Et puis après, il faut traiter ces points, entre guillemets, ou les supprimer, on va dire, parce que c'est pas normal d'avoir des points détectables sur nos oreilles. Et donc, du coup, on peut le faire de deux façons, soit avec des aiguilles type ASP, donc c'est des toutes petites aiguilles. Alors, je ne sais plus dans quel sens je suis là, donc j'en ai une là à mon oreille, je ne sais pas si on la voit, mais bon, c'est vraiment microscopique, on dirait un tout petit piercing. Ou sinon, on peut utiliser des aiguilles appelées cryogéniques. C'est avec du froid. Et donc, on injecte. Alors, ce n'est pas une injection au sens... c'est une petite pastille de froid, c'est du gaz. Et donc, ça fait juste froid sur l'oreille. Et ça détruit de la même façon que le ferait la tête d'une toute petite aiguille, le point qui nous intéresse. Super, ouais. Merci pour la précision. Je ne peux pas le faire par Skype, quoi. Il faut que je vois les gens. Quoi. Oui. Du coup, Sophie, je te laisse présenter aussi ta pratique et Oui. pourquoi les personnes se tournent vers toi. Oui, alors je ne sais pas si vous avez besoin que je présente la naturopathie. Peut-être qu'il y en a qui ne savent pas vraiment ce que c'est, mais la naturopathie, c'est un ensemble de pratiques et d'approches qui considèrent la santé, qui est une forme d'éducation à la santé et qui propose une approche globale de l'individu qui rejoint un peu ce que disait Marie-Christine, part du principe que chaque individu a en lui le potentiel pour se prendre en main, être responsable de sa santé et même guérir, et qui essaye de rétablir des déséquilibres et de préserver ou rétablir la santé et l'équilibre à la fois alimentaire, physique et émotionnel, puisqu'on voit que ces trois équilibres-là sont complémentaires et il faut toujours traiter la cause d'un problème ou d'une situation, sans oublier de traiter les symptômes, mais si on ne traite pas la cause, on a peu de chances de vraiment traiter le problème en profondeur. Alors en pleine conscience, peut-être que ça peut intéresser aussi plus que je parle de l'approche de l'alimentation en pleine conscience, que moi j'appelle l'alimentation attentive. C'est l'application des principes de la méditation de pleine conscience à nos comportements alimentaires et à notre rapport à l'alimentation pour amener l'attention, le fait de vivre vraiment le moment présent, ici et maintenant, en mobilisant tous nos sens et en acceptant ce que nous vivons et l'expérience que nous vivons ici et maintenant, un peu pour tout. Et donc, c'est appliquer cela à l'expérience de manger. Donc, moi, je propose ça, j'utilise cette approche-là parce que ce n'est pas un outil, c'est plutôt vraiment celui qui l'a créé dans les années 70 disait la pleine conscience, ça n'est pas un truc, c'est un état d'être. C'est vraiment une approche de la vie en général. Et moi, je l'utilise notamment pour les troubles du comportement alimentaire. Alors, pourquoi les gens viennent me voir? C'est un peu pas mal de choses que vous disiez toutes les deux, Karine et Marie-Christine. Alors, il y a des gens qui viennent en naturopathie parce que par bouche à oreille, ils en ont parlé, qui viennent pour autre chose ou qui viennent pour ça. J'ai beaucoup de personnes qui viennent pour changer leur alimentation parce que moi, je mets l'accent un peu dans la manière dont je me présente sur l'alimentation. Donc, ils savent que je vais être une porte d'entrée un peu là-dessus sur peut-être d'autres problèmes, mais pour lesquels ils ne viennent pas forcément spontanément. Donc, beaucoup de gens viennent soit parce qu'ils trouvent qu'ils ne savent plus comment se nourrir dans ce monde où, en fait, on a des injonctions contradictoires sur tout. Ils ne savent plus s'il faut manger bio, s'il faut manger du gluten, s'il faut manger du lait, s'il faut manger comme ci, comme ça, ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Donc, il y en a qui ont envie d'avoir un accompagnement alimentaire. Il y en a qui ont envie de perdre du poids. Il y en a qui ont envie de limiter le sucre. Alors, ça, c'est le grand sujet du moment. Et un peu comme ce que tu disais, Marie-Christine, il y en a quand même un nombre assez important qui n'ont pas forcément conscience, en tout cas qui ne viennent pas délibérément en disant « je viens vous voir parce que j'ai des compulsions alimentaires ». Donc, c'est vraiment à moi de l'identifier à la première séance et de leur en faire prendre conscience. Et après, d'apporter un accompagnement adapté. Voilà. Super. C'est très intéressant. Et du coup, donc, ce qu'on s'était dit, c'était d'aborder aussi
plus en termes pratiques, quel est donc le processus de prise en charge dans votre pratique? Voilà, il y a un client qui vient vous voir. Comment le prendre, enfin, quel est en gros le protocole que vous allez utiliser? Donc, Karine, je te laisse peut-être commencer. En premier lieu, moi, j'essaye d'éliminer les boulimies et les anorexies véritables, entre guillemets. Je les élimine pas parce que je les aime pas. Je veux bien les prendre en charge à partir du moment où elles ont un psychiatre ou elles ont un autre suivi en complément, mais je veux pas m'attaquer. Ça relève pas de mes compétences. Donc, de manière complémentaire, oui, mais seule, non. Donc, c'est pas très difficile en fait. Enfin, bon, physiquement, pour ce qui est de l'anorexie, souvent c'est assez. Mais sinon, il y a un certain nombre de questions que je pose aux patients sur justement, enfin, les pertes de poids rapides, les gains de poids rapides, l'image de soi. Enfin, bon, il y a un certain nombre il y a 6 questions qui peuvent être posées qui permettent en fait d'essayer de. Donc, on les pose pas comme ça, brut, mais en discutant avec les gens et au fil de la conversation. Moi, j'ai des consultations qui durent 3/4 d'heure. Au minimum, donc, comme je pense un certain nombre d'entre vous, donc ça donne quand même le temps de parler avec les gens. Et donc, une fois que ça est éliminé, après, en fait, je discute avec eux de leurs souhaits. Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, pourquoi ils sont là? Alors, effectivement, c'est pas toujours, ils le posent pas toujours sur la table, mais au final, on y arrive. Et puis, quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'ils sont qui ils sont, parce que c'est pas pareil de soigner une femme en périménopausique que de soigner des jeunes femmes qui ont pris du poids en post-grossesse ou un homme en surpoids. Et puis ça dépend aussi de l'importance du surpoids. Mais la question du poids, en fait, parfois je ne l'aborde pas parce qu'ils ne souhaitent pas tellement l'aborder et certains ne souhaitent pas non plus donner leur poids. Enfin, c'est pas toujours l'indicateur utilisé. Donc, c'est pour ça que très rapidement, on arrive sur les comportements vis-à-vis de l'alimentation. Et donc, du coup, s'ils ont des troubles au niveau du comportement et des pulsions alimentaires, là-dessus, je peux les aider. Et donc, je leur explique comment. Grâce à quoi l'auriculothérapie peut être une aide utile. Et là, je me retrouve face à 2 types de patients. Ce que je disais, ceux qui vont faire en complément quelque chose d'autre, et donc qui voient des nutritionnistes, par exemple, qui sont dans un certain nombre de programmes, et ceux qui veulent surtout pas en entendre parler parce que soit ils ont mal été conseillés, soit ils ont déjà fait ça, soit voilà. Donc, souvent, moi, on ne vient pas me voir en premier. Je ne suis pas la première personne vers qui on oriente. Donc, soit j'ai les réseaux, si, ou les anciens patients, oui, mais autrement, non. Donc, les gens, ils ont souvent fait pas mal de choses. Voilà, donc, j'ai pas de contrat de poids autant que tel. Je leur dis d'être vigilants par rapport à je leur dis que pour moi, ce qui serait important. Donc, il y a 3 consultations a priori au démarrage sur lesquelles, avant de prendre une décision et de dire que l'auriculothérapie ne sert à rien. Et donc, au fil de ces consultations, on doit se fixer des objectifs pour voir si on a été efficace avec le patient, le client ou la cliente ou pas. Et donc, ces objectifs-là, justement, ça leur fait réfléchir sur. Alors, c'est pas vraiment, ils vont pas noter tout ce qu'ils mangent, mais sur ce qu'ils pensaient être, sur ce quoi ils pensent qu'ils vont pouvoir s'améliorer ou se contrôler, qu'est-ce qu'ils vont voir tout de suite, qu'est-ce qu'ils verront pas, etc. Et donc, après, on fait aux séances suivantes, on discute beaucoup sur ce que vous aviez dit que vous aviez moins envie du petit pain au chocolat, si vous arriviez à mettre 2 paquets de bonbons dans votre voiture et les finir sur le trajet, donc c'est tout sur cette chose-là parce que sinon, moi, c'est pas tant le poids que je vais regarder que vraiment ces attitudes-là. Et en règle générale, les patients, eux regardent leur poids pour certains, et les autres, c'est la façon dont ils se sentent dans leurs vêtements, donc ils arrivent à remettre un nouveau jean, un jean qu'ils n'arrivaient plus à porter, des choses comme ça. J'espère, je pourrai compléter plus tard. Et combien de séances en général tu fais? 3. Moi, je les vois 3 fois pour amorcer. Il faut que le cerveau il s'y mette. Ouais. Et puis, il y a, comme on l'a dit, il y a plusieurs endroits dans le cerveau qui peuvent être impactés par ça. Et donc, nous, en auriculo, on arrive à donner un message à la fois.
Donc, c'est empirique, hein, les 3 séances, mais finalement, ça marche assez bien. Au bout des 3 séances, on voit comment se sentent les gens. Et après, c'est à la demande. C'est vraiment en fonction de comment ils se sentent eux. S'ils ont des baisses, donc moi, j'ai des patientes qui reviennent en disant, au bout de 2-3 mois, en disant, bon, là, j'ai l'impression que je flanche et que je retourne prendre les glaces dans le congélateur ou que j'ai à nouveau envie d'acheter plein de gâteaux au supermarché, donc qui reviennent. Mais voilà, l'idéal, ce serait de les voir 3 fois espacés d'1 mois. Et puis après, en fonction d'eux ou d'elles. D'accord, ok. Et en général, les clients qui viennent te voir ont quel âge? Est-ce que c'est toujours le même type de personnes? J'ai majoritairement des femmes. Et donc, les 2 grosses populations, moi, je trouve, c'est des femmes jeunes, plutôt autour de la grossesse, qui ont pris quelques kilos au fil des ans. C'est en poste, pas immédiat, hein, mais voilà, donc des femmes qui ont entre 30 et 40 ans. Après, il y a une autre poule autour de la ménopause, parce que voilà, c'est un âge où de toute façon, physiologiquement, c'est pas aidant tout court, et qu'il y a tellement de dérèglements hormonaux, puisqu'on parlait des hormones qui viennent aussi impacter notre cerveau et donner des messages parfois contradictoires, que c'est aussi et sinon, pour les hommes, il n'y a pas de choses particulières. Mais moi, j'ai pas des obèses non plus, hein. C'est pas non plus. Alors, j'ai dit effectivement les troubles convulsifs, j'ai dit anorexie, boulimie, mais l'obésité en tant que telle, j'en ai finalement pas. Ok. Super, merci. Marie-Christine, je te laisse rebondir et expliquer de ton côté comment ça se passe. Alors, moi, je peux avoir n'importe quel trouble du comportement alimentaire. C'est vrai que j'ai déjà eu des anorexiques, des boulimiques, des hyperphagiques. Et je rebondis sur ce que tu disais, Karine, c'est que je m'aperçois que dans les personnes que j'accompagne, c'est beaucoup des femmes et de plus en plus jeunes. Avant, j'avais beaucoup de personnes 35, 40, voire jusqu'à 45. Et je suis en train de rencontrer de plus en plus de jeunes femmes entre 20 et 25 ans qui vivent des troubles, des TCA compulsifs, quoi. Et tu sais pourquoi? Tu penses avoir une idée de… Alors, effectivement, c'est ce que je me posais la question. Parce que clairement, aujourd'hui, les esprits commencent à s'ouvrir sur nos modes de vie, sur comment on consomme, sur le fait que c'est quand même plus sain de consommer local et de vivre avec ce qu'on a autour de nous. Et clairement, vu qu'on est des êtres émotionnels et vu tout ce qui transparaît à travers les réseaux sociaux et tout ça, c'est très compliqué pour ces jeunes femmes de se créer une image et de trouver leur propre voie, en fait. Bien sûr. Donc ça, c'est le retour effectivement des consultations que j'ai eues récemment, qui constatent qu'elles sont de plus en plus jeunes, les personnes qui ont des compulsions. Et pour revenir à comment ça se déroule, une séance et tout ça, moi, la première séance est toujours axée sur l'anamnèse du problème de la personne. Donc, je commence tout simplement par me présenter et expliquer aux gens ce que c'est l'hypnose pour démystifier, parce que beaucoup de personnes en ont peur et imaginent que c'est ce qu'on voit dans les spectacles, sauf que c'est vraiment pas ça, l'hypnose thérapeutique. Et du coup, après, je leur pose tout simplement des questions qu'on utilise en coaching. Du type, qu'est-ce qui vous amène? Depuis quand avez-vous ce problème? En quoi est-ce un problème pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ce problème? Dans quelle situation vous avez le problème? Dans quelle situation vous ne l'avez pas? De même, on peut demander quand vous êtes avec qui et avec qui vous ne l'avez pas. Concernant les situations où il y a le problème, c'est important de leur faire revivre 1 à 2 expériences en passant à travers tous les canaux sensoriels pour que la personne puisse se replonger dedans et pour éventuellement découvrir quel est l'élément déclencheur de la compulsion. Et puis on continue à travailler autour du problème, à lui demander qu'est-ce que ça lui apporte dans ces situations-là, quelle est la responsabilité, le pourcentage de responsabilité de son entourage dans son problème. Comme ça nous permet aussi de comprendre
si elle est actrice ou pas de son problème, qu'est-ce qu'elle souhaite, comment elle saura qu'elle a obtenu ce qu'elle veut, en quoi c'est important d'atteindre son objectif. Qu'est-ce qu'on peut lui poser aussi comme question? Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif? Et c'est très important de toujours reformuler les mots exacts de la personne parce que souvent les gens, en entendant leurs propres mots de la bouche de quelqu'un d'autre, prennent conscience de ce qui se passe réellement, de ce qu'elles vivent et de ce qu'elles ont dit donc elles-mêmes. Donc reformuler au fur et à mesure de la conversation, c'est très important. Et apprendre aussi à questionner ce qu'elle dit, mais aussi ce qu'elle ne dit pas. Et faire ressortir les généralités que la personne peut dire. Et à la fin de la question, lui demander qu'est-ce qu'elle a retenu d'important dans notre conversation. Et souvent, en fait, il en ressort des prises de conscience. Et ensuite, à la fin de cette exploration de son problème, ce que je fais souvent, c'est un rêve éveillé qui leur permet de partir en transe, de vivre l'hypnose et du coup, de mettre en place la première pierre de l'édifice de leur changement. Après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup permettre à la personne d'être actrice de son changement, que le changement ne soit pas lié à moi ou à ma présence. Donc, du coup, je leur donne des exercices comme des tableaux de bord à remplir, dans lesquels ils vont pouvoir mettre les épisodes compulsifs, les émotions récurrentes qu'on travaillera par la suite, et les débriefer avec eux. Parce que d'une séance à une autre, les gens, des fois, ne se rendent pas compte de ce qu'ils vivent. Et d'une séance à une autre, ils ne voient pas l'évolution. Donc, ça leur permet effectivement, en relisant avec moi, de voir ce qu'ils ont vécu et surtout de voir la diminution des fréquences des compulsions. Ça, je trouve que c'est quand même pas mal pour un suivi dans le temps pour la personne et pour moi aussi d'ailleurs. Bien sûr. Et combien de fois en général des clients viennent pour ce type de problématique? Ben, clairement, vu que on va travailler vraiment un travail de fond sur peut-être des expériences traumatiques, des émotions, des jugements, des conflits intérieurs et énormément de choses, parce qu'on est des êtres complexes, ça peut aller de 5 à 10 séances. D'accord. Ok. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai le chat avec moi ouvert, donc je les poserai directement. Sophie, bah, du coup, à ton tour. Je te laisse expliquer. Alors, en naturopathie, donc la première séance, elle est dédiée à ce qu'on appelle un bilan de vitalité. C'est des séances qui sont assez longues parce que, en tout cas pour moi, ça dure au moins 1h30. Parce que le but, c'est vraiment que je pose plein de questions et que j'échange avec la personne pour avoir vraiment à la fois ses antécédents médicaux, son état physique. Donc, je pose plein de questions pour identifier quel peut être son terrain, quels peuvent être les déséquilibres. Je lui pose aussi des questions sur son sommeil, sur des traumatismes ou des situations passées qui peuvent avoir une influence aujourd'hui sur cette situation, mais aussi sur son mode de vie et sur son alimentation. J'évalue aussi sa situation, où il en est. Et comme le disait Karine aussi, si c'est quelqu'un que je vais pouvoir prendre en charge, parce que si c'est des personnes qui sont dans des situations avec ce que j'identifie comme une pathologie vraiment avérée ou trop lourde, ou pour lesquelles la naturopathie doit venir dans un second temps, je leur signifie, je les oriente vers un médecin, vers un suivi psychiatrique, psychologique, etc. Dans tous les cas, pendant la première séance, pendant la première consultation, je leur propose ou je vérifie qu'ils ont un bon suivi avec un médecin généraliste qui va leur proposer une prise de sang pour identifier s'il y a des carences ou des besoins à réévaluer. Parce qu'il faut quand même savoir que dans les cas, notamment de compulsion et de troubles du comportement alimentaire, comme beaucoup de repas, en fait,
c'est des cas où souvent les personnes sautent les repas. C'est assez fréquent dans ces situations-là qu'il y ait des gens qui jeûnent, entre guillemets. Par exemple, ils ne prennent pas de petit déjeuner ou ils prennent parce que soit ils disent alors moi, je ne prends pas de petit déjeuner parce que si je commence, je peux m'enfiler 5 pains au chocolat. Donc la solution qu'ils ont trouvée, c'est ils ne petit déjeunent pas. Et donc, ils sont assez contents. Ou alors quand ils se mettent à table, ils disent qu'ils mangent hyper léger. Parce qu'en fait, souvent, ils mangent en dehors des repas sous forme de compulsion. Et du coup, ce n'est pas forcément des aliments qui sont très intéressants nutritionnellement, parce que c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup des aliments plaisir. Il y a peu de gens qui ont des compulsions aux brocolis ou aux amandes. Voilà. Et donc, il peut y avoir des tendances aux carences qu'il faut commencer par identifier. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre en place les bases pour proposer une cure de compléments alimentaires, de vitamines, de minéraux, de oligo-éléments, d'identifier ce qu'il peut y avoir besoin de faire de ce côté-là. Éventuellement, je leur demande aussi de commander un kit ou de faire un test d'intolérance alimentaire pour voir s'il y a une intolérance à certains aliments et mettre en place un accompagnement alimentaire adapté et personnalisé. Il y a des grandes tendances, évidemment, des grandes recommandations qui sont bénéfiques pour tout le monde, mais le but, c'est vraiment d'avoir un accompagnement et des propositions alimentaires adaptées à chaque personne. Alors moi, je vois les gens, souvent dans ces cas-là, ils ont besoin d'un suivi assez rapproché. Donc, je leur demande ensuite de faire un journal alimentaire pendant 8 jours, entre le premier et le deuxième rendez-vous. Et je leur donne rendez-vous à peu près au bout de 10 jours où ils arrivent avec leur journal alimentaire. Et en fait, ça leur permet souvent aussi de prendre conscience de la réalité de ce qu'ils ont mangé et souvent des décalages entre leur perception de leur alimentation et la réalité. Parfois, c'est rassurant, parfois, ça leur fait vraiment une prise de conscience. En tout cas, on part de ça. Et après, en alimentation en pleine conscience, le but, c'est de déplacer le focus qui est sur le poids, l'objectif de minceur, la culpabilité, parce qu'on ne l'a pas forcément beaucoup dit, mais c'est quand même presque tout le temps accompagné d'un sentiment de gêne, de honte, de culpabilité, un énorme manque d'estime de soi. Il y a quand même presque systématiquement dans ces cas-là un vrai travail de retrouver l'estime de soi, de mieux s'accepter, de mieux aimer son corps et de gérer des angoisses et des stress et des situations d'anxiété plus ou moins profondes et graves pour lesquelles il y a besoin d'une complémentarité aussi de ma part. Mais, voilà. Alors, il y a des moments où je ne peux pas forcément commencer les exercices de méditation et de pleine conscience tout de suite parce que comme on dit, on n'apprend pas à quelqu'un à nager pendant qu'il est en train de se noyer. Donc parfois, il faut d'abord commencer par leur faire prendre conscience et sortir des jugements sur les aliments, en les amenant à ne plus rien interdire, à identifier les aliments qu'ils aiment. Donc en fait, je fais tout un travail pour identifier les aliments et sortir d'une relation de culpabilisation, de frustration, de gêne et de honte par rapport au comportement alimentaire. Alors déjà, le fait qu'un thérapeute n'interdise plus de manger les choses, ça va un petit peu, en quelque sorte, parfois les dissuader un peu. C'est un peu moins intéressant quand c'est pas interdit. En tout cas, quand c'est moins culpabilisant. Et après, petit à petit, je vais les amener à manger en pleine conscience pour mieux ressentir la satiété. Et petit à petit, du coup, avoir moins besoin de quantité. Parce que manger en pleine conscience en dégustant, alors je propose des exercices pour ça. Que je fais en séance ou pour lesquels je leur envoie des vidéos ou des documents, ça va les amener à plus vite ressentir la satiété. Alors, il y a des moments où je peux leur proposer des plantes aussi pour aider à mieux ressentir la satiété, des plantes, voilà. En général, ils viennent donc une fois, une deuxième fois au bout de 10 jours, une troisième fois au bout de 2 semaines, une quatrième fois un peu plus loin, en général au moins 4 fois. Et après, le but, c'est que ça se passe le plus possible. Donc, je leur propose des recettes que moi, je mets en place. Donc, chaque séance, c'est vraiment à la fois un peu de méditation de pleine conscience, des conseils alimentaires et une cure naturopathique avec, ça peut être des fleurs de bac, mais aussi parfois une détoxification, une réparation quand il y a une dysbiose intestinale, réparer la paroi intestinale avec de l'argile, avec des probiotiques, avec tout un tas de choses.
Donc, il y a vraiment dans chaque séance ces trois aspects-là. Donc, c'est assez dense et c'est aussi pour ça que moi, je trouve ça très intéressant de travailler en complémentarité parce que moi, je ne peux pas tout faire en une séance, c'est déjà énorme. Et donc, pour aborder tous les aspects, enfin, je trouve ça vraiment intéressant en fait d'écouter ce que vous dites, Karine et Marie-Christine, parce que je vois à quel point c'est complémentaire et que chaque personne a vraiment besoin de tous ces suivis-là, quoi. Donc, voilà. Bien sûr. D'habitude, vous recommandez vos clients à un type de pratique? Ouais. Moi, en général, j'ai des pratiques complémentaires que je connais un peu mieux que les autres, mais après, je suis toujours prête à découvrir et justement, ça peut être l'occasion d'orienter des gens vers de l'auriculothérapie, etc. Moi, j'ai plutôt tendance à orienter vers de l'ostéo pour aider à C'est intéressant. adoucir le rapport au corps et avoir un rapport aussi corporel à soi-même. L'acupuncture, les massages et l'hypnose, l'EFT, ce genre de choses aussi. Ouais. Et vous, Karine et Marie-Christine? Eh bien, moi, clairement, la première des choses, c'est que je leur apprends aussi à faire de l'auto-hypnose pour pouvoir continuer à travailler chez eux en toute autonomie avec leur inconscient. Et effectivement, très facilement, je peux les orienter vers une naturopathe. Maintenant que je sais ce que c'est l'auriculothérapie, je les orienterai vers des cancers. Et oui, effectivement, des praticiens en shiatsu. Ça peut faire énormément de bien aux personnes qui ont besoin de se reconnecter à leur corps, en plus de l'auto-hypnose, le reiki, la médecine chinoise. Je trouve que c'est très complémentaire parce qu'on travaille l'esprit et le corps. Ouais. Et toi, Karine? Alors moi, ça dépend vraiment des profils. Moi, j'ai l'impression d'avoir des gens qui fuient un peu quand même donc, enfin, qui au démarrage sont alors pas dans une solution miracle, mais presque. Et donc, déjà, ça prend un petit peu de temps pour leur dire que ça va juste pas être possible et que même si au démarrage, ça va beaucoup les aider, s'ils veulent que ça marche sur la durée, il va falloir qu'ils changent leur comportement. C'est un peu comme l'arrêt du tabac. Alors, bon, c'est aussi une addiction. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment, on va bien sûr les soulager, bien sûr les mettre en situation où ils vont plus avoir beaucoup moins envie de manger. Et moi, mes patientes, elles me disent très clairement, j'avais plus envie. Mais pour que ça tienne après, souvent, je peux pas être toute seule. Donc, donc, il y a deux pistes. La première, c'est derrière ça, c'est qu'un symptôme de quelque chose de plus important et qui nécessite d'être traité par une psychothérapeute, par un psychiatre, en hypnose. Enfin, voilà, il y a un travail à faire sur soi qui nécessite d'être fait. Et donc, il y a ces personnes-là. Après, il y a des femmes qui disent, voilà, moi j'ai tant de kilos à perdre, on m'a dit soit que c'était bien de le faire avec vous, mais en même temps je vais faire avec une nutritionniste. Et donc là, elles ont leur truc, leur tenue de combat, elles ont tout enfilé et elles sont prêtes. Et moi, je les aide juste à ce que le combat soit moins dur. Et donc du coup, voilà, mais c'est assez facile, c'est très satisfaisant, hein. C'est probablement une des postures la plus satisfaisante parce que vous êtes sûr que vous allez avoir des résultats et qu'elle va en avoir et que tout le monde va être content. Et puis après, il y a d'autres personnes et alors le rapport au corps, pour certains, c'est difficile. Alors je ne sais pas si grâce à l'hypnose, ils en auraient un meilleur, mais oui. Parce qu'effectivement, le but, c'est de s'accepter comme on est et on travaille beaucoup effectivement sur l'acceptation de soi, l'estime de soi, toutes ces émotions. Oui, c'est hyper important. Donc, après, là, c'est vraiment comme ils veulent. Donc, moi, je travaille dans un centre de médecine intégrative. Donc, il y a plein de professionnels, d'autres. Il y a de la sophro, il y a de l'hypnose, il y a de la médecine chinoise, il y a de la méditation pleine conscience, il y a une naturopathe, une nutritionniste.
Il y a aussi le yoga. Enfin, donc après, c'est comme ils sentent les choses. Moi, c'est difficile pour moi. Enfin, il y a des choses avec lesquelles je me sens plus à l'aise, mais c'est pas pour ça que la personne va se sentir plus à l'aise avec. Donc, j'essaye d'être le moins. Et l'ostéopathe, c'est vrai que je n'aurais pas tellement pensé sur les problèmes alimentaires, et c'est peut-être un tort. Du coup, je discute avec les patients pour définir avec eux quelle sera la next step. Et puis parfois on les perd parce qu'ils sont contents de leur truc et surtout ils n'ont pas envie je sais pas, c'est peut-être je les ai pas bien happés, je sais pas, mais ils sont pas prêts à un truc très très long finalement. Et c'est vrai que ça c'est difficile, c'est-à-dire qu'ils prennent des bonnes habitudes et qu'elles restent dans qu'elles restent ancrées et ça je pense que c'est le plus dur pour eux. C'est vraiment comme l'arrêt du tabac. Oui. Alors, on a eu des petites questions. Alors, une question de Lucie. Est-ce que vous pensez que les troubles alimentaires compulsifs peuvent être réduits sans accompagnement psychologique derrière ? C'est un problème de définition, en fait. Ouais. Vraiment, certains, non. Ouais. Certains, enfin, c'est peut-être pas ça la bonne façon de répondre. Il y a un temps pour tout. Et il y a des gens qui vont avoir besoin de résoudre autre chose que l'aspect psychologique. Oui. Quand ils vont avoir repris confiance en eux, en se rendant compte qu'ils y arrivent, qu'ils ont bien compris, que voilà, enfin, qu'ils ont posé leur valise et qu'ils sont prêts, peut-être qu'ils seront plus prêts à aller. Voilà, mais je ne parle pas des graves, je ne parle pas de ceux qu'on a tous éliminés d'office ou qu'on accompagne avec des psychologues ou des psychiatres. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment un temps pour tout et tout le monde n'est pas forcément prêt tout de suite, là, quand ils arrivent dans notre cabinet, à autre chose, ou ils l'ont d'ailleurs pour un certain nombre déjà fait et ils ne sont pas satisfaits de ce type de prise en charge. On a une autre question de Florence. Alors, bonjour. Certains TAC peuvent être liés à une candidose intestinale qui n'a jamais été détectée, donc jamais traitée. Quelles sont les meilleures méthodes de détection et quel traitement utilisez-vous ? Alors, est-ce que c'est quelqu'un Moi, je veux bien. Enfin, je ne sais pas si vous voyez des candidoses, les filles. Moi, je les envoie chez la naturopathe. Voilà. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Oui, en effet, c'est vrai que la candidose, c'est souvent quelque chose auquel on ne pense pas et qu'il faut avoir en tête et à laquelle il faut penser quand on pose des questions. Et la candidose digestive, c'est vrai il y a plusieurs formes de candidose, mais c'est un peu la pire forme à la forme parce qu'elle est difficile à éliminer et elle nécessite notamment un changement alimentaire assez radical avec l'élimination de beaucoup de sucre, une dépollution totale, une détoxification. Il y a plein de choses à faire en naturopathie pour ça et en effet, ça peut aider. Mais c'est rare que ce soit la seule raison d'une compulsion. En tout cas, moi, j'en ai jamais vu. Oui. Alors, on a aussi eu un petit mot de Andrea qui parle de l'art-thérapie, qui est peu connue mais très efficace pour ce trouble. Alors, comme vous ne pouvez pas voir du coup les commentaires, je vous l'ai dit. Donc, Laurence nous dit « Je pense que pour enclencher la perte de poids, le patient a besoin de prendre conscience de son ventre. Je suis ostéo et spécialisée en perte de poids. Je prends le temps de masser le ventre avec le Neistang. Désolée si je le prononce pas très bien. Et cela fait un déclic dans leur mental. Orienter vers un ostéo les aide à orienter l'œil sur ce qui leur fait peur au niveau de leur corps. Pour les candidoses, nous sommes 70 à 80% de population atteinte. Et oui. Merci Laurence pour cette intervention. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions ou peut-être
partager, vous, votre pratique, si votre pratique est bénéfique pour ces troubles et comment. N'hésitez pas à nous faire un petit mot dans le chat. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, les filles? Je pense qu'on a bien abordé le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est vrai, dans ce type de webinaire, c'est pour ça aussi qu'on a voulu le faire, c'est qu'au moins on connaît un peu plus les pratiques et les approches, le processus que vous pouvez mettre en place. Donc, ça permettra après, vous, de penser voilà, aux recommandations, etc. Donc, Anita nous dit « J'ai fait un stage en art-thérapie avec des ados en clinique. » Donc, du coup, nous penserons à l'art-thérapie aussi. Ouais. Moi, je l'ai surtout mobilisé en cancéro, mais effectivement, c'est vrai que… En cancer, ok. Pourquoi pas, oui. Bon, bah super. Est-ce que vous vouliez ajouter peut-être un point qu'on n'avait pas abordé, ou est-ce que tout est clair pour tout le monde Si, moi, je voudrais juste rajouter arrêter les régimes. N'en faites plus. Ça marche pas et ça augmente les compulsions. Ouais. Oui, totalement. Totalement d'accord. C'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui de savoir oui. qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Ouais. Mais clairement, de toute façon, oui, quel que soit le régime, il va faire du poids le temps du régime. Mais clairement, on en revient aux mécanismes en neurosciences et tout ça. On en revient à ce que le corps va récupérer ce qu'il a besoin. Donc, il vaut mieux manger en pleine conscience, prendre le temps de se reconnecter à son corps, à sa faim, et arrêter tous ces régimes, ces sachets, tout ça. C'est que du poison en boîte. Oui. Et aider les gens à sortir des diktats sur le corps qui les amène à faire des régimes, à être en permanence dans une insatisfaction, alors que notre corps, tout ce qu'il veut, c'est notre bien. C'est vraiment ça qu'il faut. C'est vraiment aider les gens à s'aimer, quoi, à s'aimer mieux et à retrouver, à puiser dans toutes les ressources qu'ils ont pour se nourrir dans ce dont ils ont besoin. Identifier de quoi ils ont besoin d'être nourris. Par quoi remplacer, voilà. C'est ça. Super. Bon, bah merci à toutes. On était nombreux aujourd'hui. Merci. On a tenu 1 heure, c'est parfait. Merci déjà à Karine, Sophie, Marie-Christine pour avoir animé cette nouvelle conférence. Et puis merci à tous d'avoir pris le temps d'y participer. Merci, Merci. Merci. On vous enverra la rediffusion pour ceux qui ont manqué, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui étaient arrivés en cours de route. Donc, on vous enverra le replay en fin de journée. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci et très bonne journée à tous.